Bien, tout à l'heure, Céline vous a parlé pas mal d'ADN. Moi, je vais vous parler de la Terre ADN. Voilà, celle-là est faite, c'est fait. Donc, il y a un certain nombre de choses dont je voulais vous parler, sur lesquelles je vais passer rapidement, parce que je crois qu'Aurélien vous en a déjà parlé lundi matin. Et en particulier, bon voilà, sur des idées un peu générales sur la formation du système solaire, qui se forme par condensation d'un nuage protostellaire, puis petit à petit ça s'agence sous forme d'un disque avec l'étoile au centre, un nuage protoplanétaire, des planétésimaux, puis ensuite un système planétaire. Alors la chose sur laquelle je voulais un petit peu dire quelques mots, c'est en fait une idée qui porte sur la migration des planètes et qui est tirée de l'observation d'exoplanètes. C'est-à-dire que si on prend un diagramme avec... Il parle très peu plus. Pour l'instant, ça va. Ouais. Si on prend ici la masse et ici la distance à l'étoile, la Terre étant prise comme référence, avec la distance en unité astronomique et puis 1 pour la masse de la Terre, eh bien voilà les planètes du système solaire avec Mercure, Mars, Vénus, la Terre, etc. Et si on prend les exoplanètes, enfin un certain nombre d'exoplanètes, on s'aperçoit qu'on a une répartition dans le diagramme qui est complètement différente. Ça veut dire d'une certaine façon que le système solaire qu'on avait considéré comme quelque chose qui était quasi universel, en fait ça semble être un cas un peu particulier, du moins dans l'état actuel de nos connaissances. Et en particulier, ce qu'on observe, c'est que des planètes géantes peuvent se trouver très près de l'étoile, et ça a amené à cette notion de migration des planètes géantes vers la partie centrale du système, c'est-à-dire vers l'étoile. Chose qu'on n'observe pas apparemment actuellement, du moins dans l'état actuel, dans le système solaire. Alors je vous ai mis non pas quelques photos, mais quelques dessins d'artistes de ce qu'on suppose être ce moment de l'accrétion des planétésimaux pour donner les planètes. Mais surtout, ce que l'on voit, c'est que dans le nuage protoplanétaire, le déplacement d'une planète, par exemple ici, je ne sais pas ce que c'est, ça ressemble peut-être à Jupiter, va nettoyer d'une certaine façon, sur son parcours, va nettoyer le nuage protoplanétaire. Et donc, bon voilà, c'est un peu la même chose. Et donc, si on regarde la distribution de taille des planètes, eh bien les planètes, plus elles sont éloignées de l'étoile, plus elles vont parcourir une grande distance dans le disque protoplanétaire, et donc, a priori, plus elles devraient être de grande taille. Et ce qu'on observe, donc voilà ici une courbe de proportionnalité, en fait, entre la circonférence, enfin, qui prend en compte la circonférence de l'orbite de la planète, eh bien, on s'aperçoit de quoi, lorsqu'on reporte les planètes là-dedans? On s'aperçoit que, globalement, les planètes respectent cette loi, à une exception près, qui est que Mars est vraiment beaucoup plus petite qu'elle ne devrait être, selon cette théorie. Et donc, ça a amené à élaborer un modèle, qui est un modèle de migration des planètes géantes. Et voilà un diagramme comme tout à l'heure, dans lequel il n'y a pas grand-chose. Et si on prend une position, voilà ici le temps, vous voyez, on est dans une échelle de temps qui est inférieure aux millions d'années. Si on prend ici une position initiale pour Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, eh bien les planètes donc, vont croître et selon le modèle de Walsh, lorsque la taille de Jupiter atteint 50 masses terrestres, eh bien elle va commencer à migrer très rapidement vers le centre du système solaire, c'est-à-dire vers l'étoile, vers le Soleil. Et lorsque Saturne va atteindre à peu près la même masse, elle va elle aussi commencer à migrer jusqu'au moment où elles vont entrer en résonance. Je crois que c'est résonance 3.2, je ne sais plus exactement. Enfin, je pense que c'est la résonance 3.2, effectivement. Et à ce moment-là, en entrant en résonance 3.2, elles vont partir vers la partie externe repartir ensemble vers la partie externe du système solaire. Ce que vous voyez aussi, c'est que les autres planètes géantes qui avaient commencé un mouvement vers le centre du système solaire partent elles aussi dans le même mouvement. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est de voir, voilà, donc ce qu'il faut voir, c'est que ces planètes géantes se sont formées avant les planètes telluriques. Et ce que l'on voit, c'est que Jupiter, peu importe, Jupiter ici a nettoyé en partie l'orbite de Mars.
C'est-à-dire que c'est ce qui explique d'ailleurs, c'est une des explications qui est proposée pour parler de la faible taille de Mars, c'est que une partie des planétésimaux, des objets qui se trouvaient sur l'orbite de Mars, ont été capturés ou éjectés lors du passage de Jupiter. En revanche, et c'est là que ça va nous intéresser, la Terre, elle, l'orbite de la Terre n'a pas été nettoyée, si on veut, par le passage de Jupiter. La Terre est hors de la zone atteinte par Jupiter. Donc voilà, c'était, je pense, très rapidement, quelques mots sur cette évolution très précoce du système solaire. Vous voyez qu'on est avant le premier million d'années. Bien. Alors vous vous rappelez de ce diagramme que je vous ai montré lundi lorsqu'on a parlé de l'Archéen. Et là, on va s'intéresser à une période de temps qui est plus ancienne, qui va être coincée entre, disons, l'accrétion de la planète et puis l'âge des plus vieilles roches terrestres connues, qui sont ces gneiss d'Akasta dont on a parlé lundi. Alors je voudrais juste dire quelques mots sur ces âges limites. L'âge de l'accrétion, on l'a mesuré sur un certain nombre d'objets qui sont des météorites et qui sont des chondrites, ici une chondrite carbonée, donc qui contient des chondres que vous voyez ici. C'est la même chose que vous avez autour du cou de Muriel, si vous avez regardé. Et donc voilà, ces chondres, on va trouver à l'intérieur de l'olivine, mais on va trouver du pyroxène, bon, c'est-à-dire des silicates, on va trouver du métal, on va trouver du verre. Bien. Ces objets sont particulièrement intéressants parce on les considère comme les objets qui représentent le mieux le système solaire primitif, c'est-à-dire qu'ils ont une composition qui est proche de celle du Soleil. Voilà ici la composition du Soleil, la composition des chondrites, et à part les éléments légers que vous avez ici, vous voyez que tous se placent sur une droite ici, qui est une droite de corrélation 1, c'est-à-dire que les abondances des éléments dans les chondrites sont les mêmes que dans la photosphère solaire. Et donc, on considère, pour cette raison, que, hormis donc pour ces éléments-là, ce type de chondrites sont les objets non différenciés et les plus représentatifs du système solaire primitif. Alors en fait, quand on regarde bien, on va retrouver donc des chondres, mais on va retrouver aussi un certain nombre d'inclusions dans ces chondres. Alors ces inclusions, c'est un petit peu, je ne sais pas, comme des enclaves. Vous avez tous vu des massifs de granit dans lesquels on trouve des enclaves, par exemple, de sédiments, des enclaves de l'encaissant. Et l'information qui est apportée par ça, c'est que les enclaves sont plus anciennes que le granit qui les contient. Bien là, on peut, simplement en faisant de la chronologie relative, tirer une conclusion similaire, à savoir que ces inclusions, ici, sont plus anciennes que le reste de la chondrite. Donc on pourrait avoir, en regardant ces inclusions, dire voilà, on a des matériaux un peu plus anciens que le reste de la roche qui les contient. Alors lorsqu'on regarde un morceau de ces météorites, en cathodoluminescence, on s'aperçoit que, par exemple, en rouge, toute la couleur rouge ici, ça va caractériser le magnésium. Et on s'aperçoit que l'ensemble de cette météorite est constitué de minéraux riches en magnésium, et on a vu tout à l'heure que ça pouvait être des pyroxènes et des olivines qui sont très riches en magnésium. En revanche, on a un contraste très marqué ici avec ces inclusions. Donc c'est l'une des inclusions qu'on a vues tout à l'heure. Et ces inclusions, elles sont riches en calcium et en aluminium. Et donc ça fait que, on ne s'est pas cassé la tête, c'est des inclusions qu'on appelle les CAI pour Calcium Aluminium Rich Inclusions. In French, les inclusions riches en calcium et en aluminium. Et donc ces inclusions sont donc plus anciennes. On ne sait pas tout de suite, là pour l'instant on ne sait pas de combien, mais elles sont plus anciennes que la roche avoisinante. Alors c'est assez intéressant, et vous allez voir que ça obéit à une certaine logique. Si on met les températures de condensation d'un certain nombre de minéraux ou d'éléments, eh bien on s'aperçoit que ces inclusions qu'on appelle réfractaires, les CAI, donc Calcium Aluminium Rich Inclusion, ont des températures de condensation qui sont très élevées, supérieures à 2000 degrés,
alors que les silicates ont des températures plus faibles, de l'ordre de 1000 à 1500 degrés. Donc ce n'est pas quelque chose d'illogique. Si on imagine qu'on a un système qui est en cours de refroidissement, un système qui se refroidit, eh bien, logiquement, on va former ces inclusions avant de faire la condensation des silicates, avant de former les silicates. Donc la chronologie qu'on observe dans les météorites est compatible avec ce que l'on voit là, avec les températures de condensation de ces différents niveaux. Ben voilà, c'est la même chose qui est écrite en blanc, là. Et donc il y a des travaux qui ont été faits pour essayer de dater d'une part ces CAI et d'autre part les condres. Donc là c'est un travail de Hamelin qui est déjà un petit peu ancien, qui date de 2002. Et ce qui va nous intéresser, c'est que les CAI, ici, donnent un âge qui est légèrement plus ancien que les condres de la même météorite. C'est-à-dire qu'on a un âge ici qui est de 4 567 et quelques millions d'années, alors que les condres ont un âge de 4 564. Donc il y a 3 millions d'années de différence entre les condres et les CAI. Et les CAI, disons que l'âge des CAI est légèrement plus ancien que celui des condres. Alors moi j'aimais bien cet âge parce qu'il était facile à retenir, 4, 5, 6, 7, c'était très facile à retenir. D'autres personnes ont utilisé d'autres systèmes, par exemple ici une radioactivité éteinte, l'aluminium 26 qui se désintègre pour donner du magnésium 26, avec une demi-vie qui est très courte. Et les CAI qui contiennent un excès de magnésium 26 se sont certainement formés très tôt, c'est-à-dire moins de 7 millions d'années après la nucléosynthèse. Ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant ce système isotopique magnésium-aluminium, on a d'une part ici les CAI, ici les condres, et on trouve aussi un écart de temps de 2 à 3 millions d'années. Donc il semble assez bien établi que les CAI se sont formés antérieurement au reste, disons, silicates de la météorite, et sont plus vieux, donc de 2 à 3 millions d'années. Alors je vous ai mis ici un diagramme qui n'est pas exhaustif, mais qui reprend un certain nombre de résultats obtenus par différentes méthodes, plomb-plomb, aluminium, le système aluminium-magnésium, manganèse-chrome, hafnium-tungstène. Et on s'aperçoit que les âges, la plupart des âges, et c'est les âges qui sont retenus, sont autour de 4 568 millions d'années. Et l'âge qui est généralement admis pour les CAI est le suivant, donc 4 568, plus ou moins 0, 0 et 4. Alors on est très content. C'est les travaux de Bouvier et je ne sais pas comment on prononce Valois en 2010. Et on est très content, on a un âge et on a une précision super. On a une précision qui est même en dessous du million d'années. Alors simplement, ce sur quoi on peut s'interroger, c'est quelle est la signification de cet âge. Parce que cet âge, en général, on le prend comme le T0 du système solaire, et beaucoup de gens le prennent aussi comme le T0 de l'histoire de la Terre. Et en fait, on essaie de donner un âge à un phénomène, le phénomène d'accrétion qui s'est déroulé sur un temps qui est relativement long. Et donc ça pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, la condensation des CAI s'est produite après le début de contraction du nuage protosolaire, des nuages protosolaires. Donc c'est un âge qui est certainement un peu plus jeune que l'âge de début de contraction du nuage. D'un autre côté, la condensation des CAI s'est en fait avant celle des silicates. Cet âge est certainement plus ancien que l'âge de formation de la Terre, puisque la Terre s'est faite par agglomération de planétésimaux, de blocs de cailloux, etc. Et donc cet âge est certainement plus ancien que l'âge de formation de la Terre. Donc vous voyez là toute la difficulté qu'on a. On est très content, on a un âge avec une précision remarquable, mais qu'est-ce qu'il signifie exactement? C'est le problème de vouloir donner un âge fixe, précis, à un événement qui a été étalé dans le temps. Donc voilà, quand on utilise cet âge comme référence, il faut garder en mémoire la signification réelle de cet âge. Bien, alors, qu'est-ce que l'on connaît des terrains AD1? Qu'est-ce qu'on trouve comme reliques? Alors vous vous rappelez,
Lundi, je vous ai montré cette photo, c'est des zircons qui viennent des gneiss d'Acasta. Et donc là, on a un cristal de zircon qui a 3,9 milliards d'années, et on avait vu que ce cristal contenait un cœur hérité dont l'âge était de 4,2 milliards d'années. Et donc, ce que ça nous indique, c'est que les gneiss d'Acasta sont probablement les roches les plus vieilles que l'on connaît actuellement, mais qu'il y avait avant des roches plus anciennes, puisqu'on a une signature, on a une trace, on a des reliques de ces roches plus anciennes, sous forme de cœurs de zircon hérités, dans ces zircons. Ça veut dire que probablement il y avait à cet endroit-là déjà une croûte, probablement de type continental, qui existait. Donc ça veut dire qu'à l'AD1, il y avait certainement déjà une croûte continentale. Alors je voudrais juste faire une remarque. Vous avez peut-être vu ces articles qui sont sortis, je ne me rappelle plus quand, c'était en 2008, donc ça commence à prendre un petit peu de temps. Mais c'est un article qui proclame qu'on a trouvé, dans le nord du Canada, dans le Québec, une croûte. On a trouvé cette fois-ci des roches ADN à presque 4,3 milliards d'années, 4,28. Donc ça a été publié dans la revue Science, et ça voudrait dire quoi si ces choses-là sont confirmées? Ça veut dire que les gneiss d'Acasta ne sont pas les roches les plus vieilles, mais ces roches du Vaguituc, au Canada, sont les plus vieilles roches et qu'elles appartiennent bien à l'époque ADN. Alors ça pose un certain nombre de problèmes, ces roches. D'abord, voilà où est situé du Vaguituc. Donc vous voyez par rapport à Acasta ou Issoua où tout ça se trouve. C'est un peu pelé comme paysage. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? On va trouver des roches, ce sont des formations supracrustales pour l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a des roches sédimentaires et des roches volcaniques. Et vous avez ici un exemple de ces roches qui sont les roches sédimentaires. On trouve des niveaux de formation ferrifère rubanée. Ici. Et puis on trouve un type de roches un peu particulier qui sont des amphibolites. Alors, la formant peut vous paraître bizarre. Voilà ici les amphibolites qui sont rouges et blancs, enfin qui apparaissent ici en couleur rouille et blanche. Le reste, c'est du lichen et c'est des choses comme ça, le noir. Donc vous avez ces roches-là. Si on les regarde de près, c'est assez joli. Hein, on a des minéraux blancs, des minéraux rouges, on a des grenats. Et en fait, il s'agit d'une amphibolite. Alors vous allez me dire, une amphibolite, c'est un peu... on a déjà vu les amphibolites. Une amphibolite, c'est noir en général. Alors ici, simplement, l'amphibole, je ne sais plus exactement ce que c'est, je pense que c'est une cummingtonite ou quelque chose comme ça, c'est une amphibole blanche. Donc vous avez ici une amphibole, qui donne l'amphibole qui donne cette couleur blanche, vous avez un petit peu de mica qui donne la couleur noire, et puis des grenats ici, rouges. Alors pendant longtemps, ça a été appelé l'amphiboliite de faux, justement parce que normalement, ça tend à trouver une amphibolite noire, là, elle est plutôt blanche. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, lorsque l'on utilise une radioactivité éteinte, le système 146 samarium qui donne du 142 néodyme, que l'on force la droite à passer un peu par la Terre moderne, eh bien, on obtient un âge. Bon, vous voyez les points, c'est pas... On fait mieux comme corrélation, enfin bon, on a un alignement de points. Et on obtient un âge de 4,28, plus ou moins 0,05 milliards d'années. Alors le problème a commencé à apparaître lorsque on a regardé sur les mêmes échantillons un autre isotope du néodyme, le 143, qui provient de la désintégration de 147 samarium, et on obtient cette fois-ci un âge de 3,82. Donc c'est-à-dire que deux isotopes différents du même élément, sur les mêmes échantillons, donnent des résultats qui sont fortement différents. Et en fait, si on regarde des articles qui ont été publiés récemment, il y en a eu pas mal, donc c'est des trucs 2013, oui, la plupart c'est 2013, eh bien, beaucoup de chercheurs contestent ces âges, d'autant qu'on n'a pas trouvé de zircon avec des âges de plus de 3,7, disons 3,8 milliards d'années. Ben voilà, par exemple ici, 3750, 3780, c'est les âges les plus anciens des zircons qu'on ait pu trouver dans ces matériaux. Et donc, il semble donc, la conclusion à laquelle on arrive actuellement, c'est que l'âge des roches est effectivement à peu près le même qu'à Issoua, 3,7, 3,8 milliards d'années. Donc il ne s'agit pas de roches
ADN, mais qu'en revanche, ces âges hérités apparents qu'on obtient avec le 142 néodyme sont des âges hérités d'une histoire antérieure dont on parlera tout à l'heure, qui est une histoire dans un océan magmatique. Donc ce n'est pas l'âge des roches, c'est l'âge d'une histoire antérieure, c'est un âge un peu relique si vous voulez. Donc voilà, si vous avez vu ces articles dans la littérature, disant qu'on a des roches ADN, c'est pas mal, c'est plus que pas mal contesté, et la plupart des gens ne croient pas véritablement qu'il s'agisse de roches ADN. Bien. Alors, une des choses, je ne sais pas si je vais réussir à y répondre, mais c'est un peu de dire à quoi ressemblait cette Terre ADN. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, on avait la surface était recouverte de magma avec des météorites qui tombaient. Là, il y en a plus, toutes les 5 minutes, il y avait une météorite qui tombait sur ce schéma. Voilà, donc il y a des gens qui ont imaginé une Terre qui était dans un état. C'était absolument la catastrophe permanente pendant donc 500 millions d'années. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on lui a donné le nom. La Terre était infernale et on lui a donné le nom de Hadès, le dieu des enfers. Et puis, aux gens qui pensent que la Terre était véritablement un enfer, depuis quelques années, on a vu apparaître d'autres modèles qu'on appelle la Cool Early Earth, donc une Terre beaucoup plus tranquille et beaucoup plus froide, dans laquelle on imagine qu'il y avait des continents, des océans, donc une Terre ADN qui était complètement différente. Donc, ce que je voudrais essayer de discuter ou d'apporter des arguments, c'est pour essayer de discuter à quel type de Terre ADN on avait affaire. Est-ce que c'était l'enfer ou au contraire, est-ce qu'on pouvait prendre un bain avec une magnifique claire de lune, par exemple. Alors, si vous regardez la Terre aujourd'hui, si on regarde l'intérieur de la Terre, bien, vous avez appris à la maternelle qu'elle était constituée d'une succession d'enveloppes, de couches. Au cœur, on a une graine qui est à l'état solide, qui est constituée de fer, ou d'alliage fer, nickel, etc., entourée d'un noyau de même composition, une composition similaire, mais à l'état liquide. Autour, on a un manteau, qui est à l'état solide, constitué de silicate, et puis quelque chose de très peu épais à la surface, qui correspond à la croûte. Alors j'ai mis croûte au pluriel parce que vous savez qu'il existe deux types de croûtes, des croûtes continentales et des croûtes océaniques. Et donc une des questions qu'on peut se poser, c'est quand cette structure en couches successives est apparue. C'est-à-dire quand cette différenciation en différents niveaux est-elle apparue. Alors pour ça, on va utiliser un système isotopique qui est assez sympa, qui a une radioactivité éteinte. Et ce système, c'est le système hafnium-182 qui donne du tungstène 182. C'est assez sympa parce que l'hafnium-182 se désintègre en tungstène 182 avec une demi-vie de 9 millions d'années. Donc ce qui est très court. Et, alors là j'en ai peut-être une de trop, non, ben voilà. Tout l'hafnium 182 va donc avoir disparu en moins de 60 millions d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système va être idéal pour dater des événements qui se sont passés avant 60 millions d'années. Et donc ça c'est le premier point, c'est un système qui va être, comme je vous disais, parfait pour dater les événements très précoces dans l'histoire de la planète. Et puis il y a autre chose qui fait que c'est particulièrement bien adapté au système qu'on se propose d'étudier, c'est que l'hafnium est un élément qui est dit lithophile, et donc il va avoir tendance à aller dans les silicates. Il va avoir des affinités pour les silicates et pas du tout pour le métal. Et vous me voyez arriver avec mes gros sabots. À l'inverse, le tungstène, lui, il est ce qu'on appelle sidérophile et il va avoir tendance à aller dans les métaux et non pas dans les silicates. Donc on a un système isotopique dont les isotopes parents et enfants vont avoir des comportements différents. L'un allant dans les métaux, l'autre allant dans les silicates et en plus adaptés pour dater des événements très anciens. Alors comment ça peut se passer? Imaginons que la différenciation de noyau-manteau se soit passée après 60 millions d'années. Après 60 millions d'années, tout l'hafnium est transformé en tungstène. Tout l'hafnium 182 est transformé en tungstène 182. Donc, tout le tungstène va se retrouver dans le noyau, dans le métal. Il n'y en aura pas du tout dans le manteau.
alors, si vraiment c'était le cas, ça ne nous intéresserait pas beaucoup. Donc l'autre situation, c'est la différenciation a eu lieu avant 60 millions d'années. Si la différenciation a eu lieu avant 60 millions d'années, une partie de l'hafnium s'est transformée en tungstène. OK. Et donc, ce tungstène, on va le trouver dans le noyau. Mais il restera, comme ça s'est passé en 60 millions d'années, il va rester un petit peu d'hafnium. Et cet hafnium, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans les silicates. Et ça n'est qu'une fois piégé dans les silicates qu'il va se désintégrer en tungstène. L'histoire de désintégration va se continuer, et elle va se continuer dans les silicates. Donc en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on trouve du tungstène 182 dans les silicates, ça veut dire que la différenciation noyau-manteau a eu lieu avant 60 millions d'années. C'est ça que ça veut dire. Alors si je me suis décarcassé pour vous expliquer ça, c'est que ça se passe un peu comme ça. Et donc, on a mesuré un excès de 182 dans les silicates. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différenciation noyau-manteau a eu lieu avant 60 millions d'années. Donc, ça veut dire que c'est un phénomène rapide dans l'histoire de la planète. Alors, on peut aller un petit peu plus loin là-dedans. Et voilà, par exemple, ici un diagramme qui reporte un rapport isotopique du tungstène en fonction du temps. Et voilà, quelle est l'évolution, quelle serait l'évolution. Donc vous voyez, il y a une grande coupure, on est entre 60 millions d'années et puis 4,5 milliards là, mais on s'en fiche un petit peu. En tout cas, voilà quelle serait l'évolution d'un réservoir chondritique qui n'aurait pas été différencié. Sur Terre, actuellement, le manteau, voilà la composition du manteau. Donc ce n'est pas du tout la composition de quelque chose qui n'aurait pas été différencié. Et on peut donc recalculer la courbe d'évolution de ces rapports isotopiques du tungstène dans le manteau terrestre actuel, et on obtient une courbe comme ça. Vous notez les effets? Hein? Allez, on s'en refait un petit coup? Oh, je me décarcasse à faire des super effets, alors... Hein, voilà. Et on obtient un âge de différenciation qui serait autour de 30 millions d'années. Donc c'est-à-dire que la quantité de tungstène que l'on trouve dans les silicates correspond à un âge de différenciation de 30 millions d'années. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à l'heure, on avait fixé une gamme moins de 60 millions d'années. En fait, on peut restreindre et dire, en se basant sur ces systèmes isotopiques, on va voir les limitations qu'il peut y avoir, on a un âge de différenciation silicate-métal qui date de 30 millions d'années. C'est très très tôt dans l'histoire du système solaire. Alors, cette méthode a quelques limites. Le cas idéal, et c'est celui que je vous ai présenté, c'est le cas où le 182 hafnium donne du 182 tungstène. Alors, on s'est aperçu, les gens qui travaillent sur des échantillons lunaires, et se sont aperçus que sur la Lune, eh bien, on a du tantal 181 qui, sous l'effet d'un bombardement de neutrons, peut se transformer en tungstène 182. C'est-à-dire qu'on peut faire du tungstène 182 de façon, je dirais, cosmogénique. Et donc, on va trouver à la surface de la Lune du tungstène 182 qui ne provient pas, qui n'est pas primordial, mais qui est lié au bombardement de neutrons du tantal. Donc, ça va fausser un peu les résultats. Alors, ça ne va pas remettre en cause les âges de 30 ou 60 millions d'années, mais ça va quand même modifier un certain nombre de choses. Et puis, on fait une hypothèse qu'on est absolument incapable de vérifier. On fait l'hypothèse que, dans tout le système solaire, le rapport 182 hafnium sur 180 hafnium était constant. Et ça, on pose ça comme hypothèse, mais on est incapable de le vérifier. On ne sait pas si la constitution isotopique de l'hafnium était la même sur tout l'ensemble du système solaire. Donc voilà, il y a deux limitations à la méthode qui font que l'âge de 60 millions d'années, moins de 60 millions d'années, ça c'est à peu près sûr. En revanche, les 30 millions d'années sont attachés d'une erreur importante liée à au moins ces deux paramètres-là. Je suis à peu près clair là-dessus? Ouais. C'est gentil de dire oui. Alors, ça a des implications, cette différenciation précoce, parce que vous savez que le noyau externe est animé de mouvements de convection qui vont engendrer, et qui engendrent actuellement, le champ magnétique terrestre. Et que ce champ magnétique terrestre nous protège actuellement du vent solaire. Ça permet de conserver une atmosphère à la surface de la Terre, ça permet tout un tas de choses, et en particulier, je pense que le développement, l'apparition et le développement de la vie sont très dépendants de l'existence
d'un champ magnétique. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand le champ magnétique est-il apparu? Et malheureusement, je n'ai pas de réponse. Mais ce que l'on sait, c'est que très tôt dans l'histoire de la planète, les conditions étaient réunies pour que le champ magnétique apparaisse. Puisque le noyau métallique était différencié très très tôt dans l'histoire de la planète. Alors ça ne veut pas dire que le champ magnétique existait à ce moment-là. Et effectivement, si on regarde les mesures que l'on a pu faire du champ magnétique sur des roches anciennes, on s'aperçoit que il a beaucoup varié au cours du temps. Hein, on a ici 4 milliards d'années, ici l'actuel, mais vous voyez qu'à partir de 3,5, 3,8 milliards d'années, on n'a pas de mesure du champ magnétique. Alors on peut essayer de... Est-ce qu'il est apparu avant ou pas? On ne sait pas. On peut essayer de regarder un peu différemment le problème. Il y a des gens qui ont dit que dans des zircons anciens qu'on a trouvés, dont on parlera tout à l'heure, on retrouvait des traces possible d'un champ magnétique, mais c'est fortement contesté, à 4,3 milliards d'années, mais c'est fortement contesté. On peut essayer d'aborder le problème autrement, en allant voir autre part. Bon, sur Mars, par exemple. Donc sur Mars, vous savez qu'on a des terrains, on a une répartition des terrains avec des terrains anciens, fortement cratérisés, ici, dans la partie, ici sud, et puis ici, on a des terrains qui sont des terrains plus jeunes. Et si on regarde ces terrains anciens, eh bien, donc ici, ce sont des valeurs du champ magnétique qui sont reportées. Donc vous savez que sur Mars, il n'y a pas de champ magnétique actuel. Mais on retrouve, dans les terrains de plus de 4 milliards d'années, on retrouve des bandes, ici, qui correspondent à des bandes magnétiques. Et voilà, qui sont interprétées comme les traces d'un champ magnétique ancien. C'est-à-dire d'un champ magnétique qui aurait existé sur Mars avant 4 milliards d'années. Et donc, vous savez peut-être qu'il y a des gens qui interprètent ces bandes comme des traces d'une possible tectonique des plaques, à l'instar des bandes que l'on trouve, par exemple, de façon symétrique autour des rides médio-océaniques. Hein, on a des bandes parallèles. Il y a des gens qui disent, voilà, on a peut-être une tectonique des plaques. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais il semble que sur des planètes comme Mars, le champ magnétique se soit établi assez tôt, bien avant 4 milliards d'années. Et donc, on peut imaginer, puisqu'on n'en a pas d'évidence, que sur Terre, les choses se sont produites un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que le champ magnétique a pu apparaître très vite. En tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que sur la Terre, les conditions de l'apparition du champ magnétique étaient réunies, disons, moins de 30 millions d'années à 60 millions d'années après le début de la création de la planète. Donc très tôt, potentiellement, on pouvait faire un champ magnétique. Bon, je ne suis pas très fier de cette diapo, c'était juste pour montrer la différenciation noyau-manteau, si on prend une échelle de temps, ici, ça s'est produit très très vite, j'ai mis Acasta ici comme référence. Bon. Vous avez aimé Mars? On va aller faire un petit tour sur la Lune. Alors pourquoi sur la Lune? Parce que la Lune est une planète qui n'a pas de tectonique des plaques, et donc sur laquelle des événements anciens ont pu être préservés, alors que sur la Terre, ils ont été détruits par les phénomènes d'érosion, d'altération, par la tectonique des plaques, etc. Alors, si vous regardez la Lune, elle est un peu blanche et noire. C'est-à-dire qu'il y a des zones qu'on appelle les highlands qui sont blanches, et puis des zones qu'on appelle les mers qui sont noires. Alors la Lune, on a réussi à aller l'échantillonner. Alors c'est pas moi, hein, mais il y a des gens qui ont rapporté des échantillons, et donc on a la chance, c'est l'une des seules planètes pour lesquelles on a vraiment beaucoup d'échantillons que l'on puisse analyser. Et donc qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte que si vous regardez la Lune comme ceci, les zones blanches, elles sont constituées, alors ça c'est pas un scoop, de cailloux qui sont blancs, et ces cailloux qui sont blancs, ils sont constitués pour l'essentiel de feldspath plagioclase. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce nom, c'est des roches qu'on appelle des anorthosites. C'est des roches qui sont constituées uniquement de plagioclase. Alors là, les plagioclases sont un peu cassées par des impacts de météorites, mais voilà, c'est une roche qui est constituée de plagioclase. Et quand on regarde le spectre de terres rares, on a un spectre, bon, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais on a des teneurs ici qui sont assez faibles, constantes, et une anomalie positive en europium. Bon, voilà pour les zones blanches. Et vous voyez que ces zones blanches, elles couvrent une surface qui est très grande. Si maintenant, on regarde les zones noires, les zones noires, c'est bêtement du basalte.
Voilà ici un de ces basaltes lunaires. Et voilà, c'est des jolies photos dans lesquelles vous reconnaissez des pyroxènes, par exemple, et des cristaux de plagioclase noir et blanc. Donc ce sont des basaltes, et ce qui est intéressant, c'est que la composition de ces basaltes est complémentaire de la composition des anorthosites. C'est-à-dire qu'on a des teneurs qui sont élevées, et là où on avait une anomalie positive dans les anorthosites, on a une anomalie négative dans les basaltes. Et donc l'idée, c'est que ces deux types de roches se sont formés en fait à partir d'un matériau qui avait une composition qu'on pourrait mettre, par exemple, quelque part par là, une composition moyenne et un spectre plat. Et donc est née l'idée que la Lune s'est formée, enfin la différenciation de la Lune s'est formée dans le cadre d'un océan magmatique, c'est-à-dire que l'énergie disponible juste après l'accrétion, ou même à la fin de l'accrétion, était très grande. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme énergie? Il y avait l'énergie gravitationnelle, c'est-à-dire les impacts de météorites dans lesquels l'énergie cinétique se transforme en énergie thermique et qui élève la température. Il y avait l'énergie de la différenciation de noyaux mentaux et surtout des radioactivités longue période. Et éventuellement, si cet événement s'est passé très tôt, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore très bien, mais si cet événement s'est passé très tôt, on pouvait avoir des éléments tels que l'aluminium 26, enfin des radioactivités éteintes, qui elles aussi ont participé à la production de chaleur. Donc on parle en général des radioactivités longue période, uranium, thorium, potassium, mais il est possible que si ça s'est passé très tôt dans l'histoire de la planète, d'autres radioactivités qui produisent beaucoup d'énergie aient pu aussi jouer un rôle à ce niveau-là. Donc, on avait des sources d'énergie largement suffisantes pour fondre la partie externe de la planète. Et c'est ce qu'on imagine. Alors, selon les cas, on imagine le cœur ici qui n'a pas fondu. Quelquefois, on imagine qu'une partie du manteau n'a pas fondu, mais la partie supérieure, sur des épaisseurs de plusieurs centaines de kilomètres, avait fondu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au cours du temps? Évidemment, actuellement, la Lune est complètement à l'état solide, donc ça s'est refroidi à un moment ou à un autre. Si ça s'est refroidi, ça veut dire que ça a cristallisé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a commencé par cristalliser des minéraux qui vont être de l'olivine et des pyroxènes. Je vous ai mis ici la densité de ces minéraux. Voilà, par exemple, ici l'olivine, 3,32, les pyroxènes, 3,55, 3,4. Et je vous ai mis ici la composition d'un magma basaltique, 2,85. Vous voyez que la densité de ces minéraux est supérieure à celle du magma, donc ils vont couler au fond de l'océan magmatique. Donc on va avoir un événement où ces minéraux vont couler. En revanche, une fois qu'on aura cristallisé une petite quantité de pyroxène et d'olivine, on va commencer à cristalliser du plagioclase, du feldspath plagioclase. Et vous voyez que le feldspath plagioclase, lui, il a une densité plus faible que le magma. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va flotter. Et donc, on va accumuler, à la surface de l'océan magmatique, on va accumuler du feldspath plagioclase. Donc on a, à l'intérieur de l'océan, lors de la cristallisation, olivine pyroxène de forte densité coule, le plagioclase de faible densité, il flotte. Et ça va jouer un rôle important parce que le plagioclase va constituer une croûte, c'est la croûte d'un orthosite qu'on observe sur la Lune, et cette croûte va jouer le rôle de couvercle, c'est-à-dire qu'elle va éviter à l'océan magmatique de se refroidir trop vite. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça. Ah, si. Je sais pourquoi. Quand vous regardez les anorthosites, hein, tout ce qui est blanc, vous apercevez que ça va couvrir une surface qui est très grande. Donc l'événement qui a produit les anorthosites est un événement de dimension planétaire. Ce n'est pas un truc qui s'est passé dans un petit coin. C'est quelque chose qui va toucher l'ensemble de la planète. Deuxième chose, quand on regarde l'âge possible de ces anorthosites, on obtient un âge de 4,45 milliards d'années. Donc ça veut dire un âge ancien. Donc c'est un événement qui est un événement précoce dans l'histoire de la planète et qui affecte l'ensemble de la planète. Alors cet âge est un peu, je ne dirais pas discuté, mais par exemple il y a des âges qui ont été repris. Voilà un âge qui a été pris sur un échantillon ici qui avait été analysé il y a quelques années, où on obtenait un âge de 4,45, mais je crois que j'ai une animation super pour ça. Voilà. Donc voilà, il y avait un âge de 4,45 qui a été repris récemment et on obtient un âge de 4,35. Donc l'âge des anorthosites ou des roches associées aux anorthosites est
Bon, il n'est pas nécessairement aussi ancien que 445, il peut être, voilà, ici on a un âge de 359. Mais bon, ça ne change pas grand-chose, c'est quand même un événement qui est très précoce par rapport à l'histoire de la planète. Alors sur Terre, est-ce qu'on a des évidences d'océans magmatiques? Il est certain que sur Terre, l'énergie gravitationnelle d'accrétion, donc cette énergie cinétique qui est transformée en énergie thermique, était beaucoup plus importante que sur la Lune. Si cette énergie était libérée instantanément et immédiatement, c'est-à-dire s'il n'y a pas de perte aussi sous forme de rayonnement, etc., parce qu'il y en a beaucoup qui est par sous forme de rayonnement, sur la Lune, ça permettrait d'augmenter la température de 1500 K, sur la Terre, de 30 000 K. Donc, bon, pas de problème a priori, cette énergie d'accrétion était suffisante pour faire fondre une partie de la planète. Alors simplement, la gravité, il y a une grande différence entre la Lune et la Terre, c'est la force de gravité, pas la gravité, l'accélération gravitationnelle, qui fait que le plagioclase lui est stable jusqu'à une certaine pression, qui est de, je ne sais plus, 0,8 gigapascal. Ce qui fait que sur la Lune, comme la gravité est faible, on va avoir une tranche de 165 km dans l'océan magmatique qui va pouvoir produire du plagioclase. Sur Terre, c'est seulement une tranche de 27 ou 30 km qui permet de produire ce plagioclase. C'est-à-dire que globalement, on va produire du plagioclase sur une beaucoup plus grande épaisseur de l'océan magmatique sur la Lune que sur la Terre. Donc la probabilité d'avoir une croûte d'anorthosite est beaucoup plus forte sur la Lune que sur la Terre. Et effectivement, sur Terre, on n'a pas trouvé, à ma connaissance, d'évidence même géochimique de la présence d'une croûte d'anorthosite. Donc je passe là-dessus. Alors il y a eu des travaux qui ont été faits il y a pas mal de temps sur des comatites. Alors les comatites ont un gros avantage, c'est qu'elles représentent, vous vous rappelez, des taux de fusion du manteau très élevés, et que donc, si on prend des éléments incompatibles, eh bien les rapports d'éléments dans les comatites peuvent être assimilés, peuvent être considérés comme les rapports d'éléments dans le manteau. Je dis bien les rapports d'éléments et pas les teneurs. Et donc, voilà par exemple des travaux qui ont été faits sur des comatites, donc c'est juste quelques exemples, mais des comatites de plus de 3,4 milliards d'années. On s'aperçoit qu'on a une grande gamme de variations dans les rapports aluminium-titane ou gadolinium-ytterbium. On a une grande gamme de variations, ce qui tendrait à montrer une certaine hétérogénéité du manteau avant 3,4 milliards d'années. Donc voilà, l'allure des spectres. Si maintenant on regarde ces mêmes comatites après 3,4 milliards d'années, on s'aperçoit que la dispersion est beaucoup plus faible et qu'on a quelque chose qui est autour des valeurs chondritiques. On a des spectres qui sont plutôt de ce type-là. Bien. Donc, si on veut simplifier à l'extrême, on avait un manteau qui semble être fortement hétérogène ou avec une forte structuration avant 3,4 milliards d'années, et ces structures semblent avoir disparu après 3,4 milliards d'années. Donc ça pourrait refléter le fonctionnement d'un océan magmatique. On a aussi d'autres évidences qui sont basées, cette fois-ci par exemple sur le néodyme 142. On a ici la gamme de variations en vert foncé, la gamme de variations de ces rapports isotopiques sur Terre, dans les échantillons terrestres, et on s'aperçoit que par rapport à cette gamme de variations, on a... j'ai fait des efforts. Hein. On a deux ensembles de roches qui varient par rapport à cette espèce de règle d'une teneur constante à l'échelle de la Terre. Ce sont des échantillons anciens, c'est Isua, ici, donc 3,8 milliards d'années, ou 3,85, et ici Nuvagittuk, qui a à peu près le même âge. Et donc, ça veut dire quoi, ces variations? Ces variations isotopiques, elles marquent un fractionnement de silicates précoce sur la Terre, puisque, je vous rappelle, il s'agit de radioactivité éteinte qui vont nous permettre de dater des événements qui sont produits très tôt dans l'histoire de la planète. À la demi-vie du samarium 146, c'est, j'ai mis 103, ça a changé, je crois, récemment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces échantillons anciens portent une signature isotopique qui est compatible avec le fonctionnement d'un océan magmatique. Alors voilà, je vous ai remis ça, mais c'est ce qu'on a vu sur la Lune. C'est-à-dire sur la Lune, on a vu qu'on pouvait avoir donc, les pyroxènes et l'olivine qui vont couler, et
les feldspaths qui vont faire une croûte anorthositique. Sur la Terre, on a vu que c'était assez peu probable qu'on ait du plagioclase, et ce qu'on va cristalliser à plus haute pression, ça va être essentiellement du grenat. Et le grenat, lui, il ne va pas flotter, mais il va couler. Et donc, sur Terre, on a un fonctionnement de l'océan magmatique avec pyroxène, olivine et grenat qui vont couler à la base de l'océan magmatique. Alors, Francis vous en parlera mieux que moi, c'est lui qui est l'initiateur de cette hypothèse d'avoir une croûte de serpentine à la surface de l'océan magmatique. Pourquoi ? Parce que si on laisse l'océan se refroidir, si on laisse simplement les basaltes cristalliser en surface, les morceaux de basalte ou de roche ultrabasique vont couler et on va avoir un refroidissement très rapide de l'océan magmatique. Et donc, si on ne veut pas avoir un océan, si on peut avoir un refroidissement trop rapide, si on veut avoir le temps de faire ce fractionnement qu'on observe, eh bien, il faut que l'on ait un couvercle qui empêche un refroidissement trop rapide. Et les seules roches de faible densité qui permettent de faire ce genre de choses, ce sont des serpentinites. Et donc, ces serpentinites impliquent d'une certaine façon la présence d'eau, soit sous forme vapeur. Là, j'ai mis un océan, ce serait aussi anachronique de mettre un bateau. Hein. Voilà, ça peut être sous forme de vapeur ou autre, mais il faut que de l'eau ait pu réagir avec, disons, des basaltes ou des roches ultrabasiques pour donner cette croûte de serpentinite. Ça a un autre avantage, c'est qu'éventuellement, la formation d'une croûte de serpentine peut permettre de libérer un certain nombre de gaz dans l'atmosphère qui crée une atmosphère réductrice qui est assez compatible avec ce qu'on voit dans les réactions de Miller, etc., pour l'apparition de la vie. Alors, bon voilà, ici la situation avec l'océan magmatique, la cristallisation dans l'océan magmatique, et cet océan magmatique, il est assez probable que, on va voir pourquoi tout à l'heure, vers 4,4 ou 4,3 milliards d'années, il était cristallisé. C'était fini, il n'y avait plus d'océan magmatique. Et donc, les comatites que l'on voit, elles ont au mieux des âges de 3,8 milliards d'années. Donc, elles ne sont pas formées à partir de l'océan magmatique, elles sont formées à partir d'un manteau qui était solide. Et donc, ce que l'on peut considérer, c'est un début de convection, à partir, mettons, de 4,4 milliards d'années, qui va remélanger des parties éventuellement non fondues, des parties enrichies en grenat, des parties appauvries en grenat, qui vont remélanger tout ça. Et selon la partie du manteau qui va fondre, ici, là ou là, eh bien, on va fabriquer des comatites avec des signatures différentes. Simplement, à partir de 3,4 milliards d'années, donc 1 milliard d'années après la fin de la cristallisation de l'océan magmatique, on va avoir eu un phénomène de réhomogénéisation, on va avoir tout remélangé, tout réhomogénéisé, et on va pouvoir à nouveau faire des comatites qui seront globalement de type chondritique. Mon super schéma, avec donc ici la différenciation noyau-manteau, et puis ici, possibilité de l'existence de l'océan magmatique jusqu'à à peu près 4,4, 4,3 milliards d'années. Bien. Je vais essayer d'aborder maintenant un autre problème, c'est est-ce qu'il y avait une croûte continentale? Et qu'est-ce que l'on peut dire sur cette croûte continentale? Alors, d'abord, il y a quelques évidences indirectes. Hein, si on prend un manteau, ce qu'on pense être le manteau primitif, avec ici un spectre multi-éléments, ce n'est pas que les terras, avec un spectre comme ceci, si on reporte à côté le spectre de la croûte continentale étant extraite, s'étant formée à partir du manteau, eh bien, on va avoir un manteau résiduel qui va avoir une composition comme ceci. Et donc, le seul fait de trouver des compositions de manteaux que l'on dit appauvris, ici, va nous indiquer qu'on avait éventuellement extrait de la croûte continentale. Alors ça, on le voit dans ce genre de diagramme, mais on le voit dans les diagrammes isotopiques, où vous avez ici l'évolution, par exemple dans un diagramme strontium, en fonction du temps, l'évolution du manteau primitif, et ici du manteau appauvri, ou ici, voilà, un autre système isotopique, hafnium, manteau primitif, manteau appauvri. C'est-à-dire que la composition du manteau a évolué au cours du temps, et en réaction, en quelque sorte, à l'extraction de la croûte continentale. Alors, ce qui est, et c'est sur quoi je voulais insister, c'est en prenant un autre système isotopique, néodyme. Donc, vous avez ici la composition sous d'un manteau primitif, de réservoirs chondritiques. On a ici un réservoir appauvri.
et du recyclage de croûte, ce serait quelque part par là. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que dans les roches les plus vieilles, 4 milliards d'années, 3,8, etc., on a déjà un manteau qui est un manteau appauvri. C'est-à-dire qu'à 4 milliards d'années ou 3,8 milliards d'années, la composition du manteau a déjà enregistré l'extraction de croûte continentale. Ça veut dire, donc là, on ne voit pas cette croûte continentale, mais ça veut dire que avant 4 milliards d'années, il y avait eu de la croûte continentale qui s'était formée. Bien. Alors, maintenant, depuis une quinzaine d'années, on a des évidences directes, plus directes de l'existence d'une croûte continentale. On n'a pas de roche, mais on a des minéraux qui étaient dans cette roche, qui sont des zircons. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien les zircons, on en a parlé déjà plusieurs fois. Donc, le zircon, c'est un silicate de zirconium, avec une formule toute bête, ZrSiO4, qui est extrêmement résistant à l'altération. C'est un minéral qui résiste bien, qui a une température de fusion élevée, normalement, et surtout, qui peut contenir de l'uranium ou du thorium, par exemple, je ne sais pas, THSiO4, hein, on peut avoir du thorium sous cette forme-là. Et, autre point important, il ne contient pas de plomb. A priori, il n'incorpore pas de plomb. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être un système qui va être assez facile, c'est un minéral qui va être assez facile à dater, puisqu'il contient des éléments radioactifs et il ne contient pas de plomb. Alors voilà, par exemple, ici, je vous ai mis dans un cristal de biotite, donc de mica noir, vous avez ici un cristal de zircon, et vous avez ici une modification de la couleur des biotites qui est due aux réactions de désintégration des isotopes, c'est-à-dire de l'uranium et du thorium, qui sont dans le cristal de zircon. Et ce rayonnement va modifier la composition, légèrement la composition de la biotite, et va la faire changer de couleur. Autre chose qui peut se produire, vous avez ici un cristal de zircon. Vous voyez, il est dans du quartz et vous voyez que vous avez énormément de fractures à la périphérie. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait que l'uranium a un rayon ionique qui est relativement faible par rapport à celui du plomb. Donc quand l'uranium se transforme en plomb, en gros le zircon va grossir et ça va fracturer les minéraux qu'il y a à la périphérie. Bon, tout ça, c'était pour illustrer le fait qu'effectivement, ils contiennent des éléments radioactifs et que même comme ça, en regardant des lamelles, c'est des choses qui se voient. Alors, il y a un affleurement qui est très célèbre, c'est en Australie, qui est l'affleurement de Jack Hills, dans le bloc d'Ilgarn, en Australie de l'Ouest, au nord-est de Perth. Et vous avez donc ici le type de paysage, et on va trouver à cet endroit-là des roches qui sont des roches sédimentaires, qui sont des grès, des conglomérats, bien déformés, mais qui contiennent toute une population de cristaux de zircon. Alors je ne sais plus, tu te rappelles de l'âge exact, Francis? 3,8, non? Je ne sais plus l'âge des conglomérats. Enfin, ils sont beaucoup plus récents, ils ont moins de 4 milliards d'années en tout cas. Plus jeunes que ça? Bon, peu importe, ils sont plus jeunes que 4 milliards d'années, peut-être 3,2, je ne sais plus l'âge exact. 3,2 peut-être. Hein. Bon, voilà. Et ils contiennent des cristaux de zircon, et ces cristaux de zircon ont été analysés et datés, et on obtient des âges, toute une population d'âges, on va voir, là je vous ai mis les plus anciens, on voit qu'il y a beaucoup d'âges qui sont autour de 4,3, 4,35, et on a eu un ou deux âges à 4,4 milliards d'années. Alors ces âges à 4,4 milliards d'années, on va voir que c'est un peu discutable, mais ceux à 4,35 sont beaucoup moins discutables. Donc ce sont des âges anciens. On n'est plus à 4 milliards d'années qui est la limite de l'ADN, on est là 200-250 millions d'années après le début de la création de la planète. On a donc des matériaux qui sont des matériaux très anciens. Malheureusement, la roche a disparu. La roche dans laquelle ils ont cristallisé, bon, probablement un granit, a complètement disparu. Elle a été altérée, érodée, je ne sais pas s'il lui est advenu, s'il en est advenu, mais elle a disparu. Seuls ces zircons, qui sont des minéraux particulièrement résistants, ont justement résisté, ont été préservés, mais ont été retrouvés dans ces sédiments comme des matériaux détritiques. Je ne sais pas, quand vous avez en quatrième, on vous a appris que le granit, quand il s'altérait, il y avait les feldspaths et les micas qui
qui se transformait en argile ou n'importe quoi, et que le quartz, souvent, il résistait, et on allait le retrouver sous forme de sable sur les plages ou dans les rivières, des choses comme ça. Bien là, c'est un peu la même chose, les zircons ont résisté fortement à cette altération, et donc on ne connaît que les minéraux. Alors, bon, j'ai mis un diagramme, bon, c'est très vieux, je n'ai pas du tout réactualisé ça, mais vous avez ici la gamme d'âge, avec la fréquence de zircons qui ont été mesurés dans ces conglomérats. Donc on parle toujours des âges à 4,3 ou 4,4, il y a beaucoup plus d'âges, autour de 4, 4,2 et même plus jeunes. Hein. Donc on focalise sur les zircons très anciens, mais il y en a dans la population que vous trouvez dans ces conglomérats, il y en a qui sont d'âge beaucoup plus récent. Alors qu'est-ce qu'on peut... Alors voilà, oui, ce que je voulais dire, c'est que l'âge à 4,4 milliards d'années, il a été mesuré, vous voyez ici, il y a une petite fracture dans le cristal, et donc il n'est pas sûr qu'il ait été exempt de modifications et que le système n'ait pas été perturbé. Et donc voilà, bon, l'âge à 4,4 n'est pas vraiment très très sûr, mais 4,35, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus fiable. Alors, la question qui se pose, c'est quelle était la roche dans laquelle ces minéraux ont cristallisé. Les cristaux de zircon, comme la plupart des minéraux qui vont cristalliser dans un magma, ils vont avoir la capacité, au cours de leur croissance, d'englober d'autres minéraux qui étaient en train de cristalliser en même temps qu'eux. Et donc, parmi ces minéraux, on va trouver, par exemple, du quartz. Voilà, toujours dans ce cristal, on peut trouver aussi du plagioclase. Et si on fait un peu le bilan de ce qui a été trouvé, parce que je ne vais pas vous montrer 50 photos de petits points noirs en mettant des noms différents, on a trouvé du quartz, du plagioclase, de l'orthose, donc un feldspath potassique, du mica noir, du mica blanc, et puis toute une série de minéraux accessoires. Bon, si vous regardez cette composition, globalement, on est quand même très près d'une composition d'un granit. Et donc, si on a une composition qui est proche de la composition d'un granit, c'est globalement de la croûte continentale. Ce n'est pas des basaltes de côte océanique, on est dans une croûte qui est de type croûte continentale. Ce qui veut dire que dès 4,35 milliards d'années, ou 4,4 milliards d'années si vous croyez à l'âge à 4,4, eh bien, on avait des lambeaux, des morceaux de croûte continentale déjà sur la Terre. Alors juste parce que j'y pense, au niveau des vitesses des phénomènes, vous voyez, il y a des choses qui sont très différentes. Si on regarde la différenciation de la planète, on a vu que la différenciation noyau-manteau, ça a été très rapide, précoce, rapide. Si vous regardez la croûte continentale, s'il a commencé à s'en fabriquer à 4,4 milliards d'années, il s'en fabrique toujours aujourd'hui. Donc la différenciation croûte-manteau, elle a duré sur le temps. Donc toutes les enveloppes que l'on voit sur la planète actuellement ne se sont pas faites à la même vitesse et au même moment. Bon. Bon, là, je rentrais dans notre... Ouais. Donc voilà les spectres de terres rares qui ont été mesurés sur quelques-uns de ces cristaux de zircon. Et connaissant ces spectres, connaissant le partage du zircon, connaissant le partage des terres rares entre le zircon et le magma, on peut recalculer les spectres des magmas par an, donc des granites dans lesquels les zircons ont cristallisé. Et globalement, on arrive à une chose un peu surprenante, c'est que ces spectres de terres rares sont compatibles avec du recyclage. Déjà avec du recyclage d'autres roches préexistantes qui probablement avaient des spectres de terres rares fractionnés, peut-être de type TTG. Mais si on a déjà des phénomènes de recyclage, pour faire du recyclage, il faut une croûte continentale qui soit quand même déjà relativement stable. Donc ça, c'est une conclusion qui peut être une conclusion importante. Alors, une autre façon d'aborder le problème a été de regarder la teneur en titane des zircons. Alors, le zircon ne va pas incorporer beaucoup de titane, ça ne fait pas partie de sa formule stoichiométrique. Et en fait, il va incorporer des quantités de titane en fonction de sa température. C'est-à-dire que plus la température est élevée, le réseau cristallin va être plus tolérant, il va incorporer plus de titane, et à basse température, c'est l'inverse. Et donc, ce qui va intéresser les géologues, c'est en fait ce rôle de thermomètre, c'est-à-dire que si on mesure la teneur en titane des cristaux de zircon, on peut avoir leur température de cristallisation. Et donc, on peut remonter de cette manière-là à la température de cristallisation, ou du moins température de fermeture du système, température de cristallisation de la roche dans laquelle ils se sont formés. Et alors, on a eu là une grosse surprise, c'est que ces températures sont basses. Vous voyez ici les températures qui ont été
voilà les courbes de fréquence et température qui ont été obtenues, et vous voyez qu'on est plutôt autour de 700 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Eh bien, si on reporte ici un diagramme avec la température et la pression, voilà ici le solidus, si vous voulez, la température de fusion d'un magma granitique anhydre, et voilà ici la courbe de fusion d'un granit, si vous voulez, en présence d'eau. Et donc, encore une fois, on voit ce qu'on avait vu lorsqu'on avait parlé des TTG, que l'eau abaisse la température de fusion. Et on a ici, par exemple, si on est à 8 kilobars, eh bien, la température est à 7 kilobars, la température est plus faible, on diminue la température de 400 degrés, ce qui est assez considérable. Eh bien, ce que l'on voit à partir des zircons de Jack-Hills, c'est que pour ces températures de cristallisation, on avait nécessairement une fusion qui était de type hydraté. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait de l'eau dans les magmas pour permettre de cristalliser à ces températures basses. Si on était dans un système sans eau, on aurait eu des températures qui auraient été très élevées de ce côté-là. Alors je voulais vous parler de quelque chose que j'ai trouvé marrant. Il a été publié il n'y a pas très longtemps, en 2007, un papier disant que dans ces zircons de Jack-Hills, on a trouvé des cristaux de diamant. Donc ça, c'était quelque chose d'assez super, on a trouvé du diamant. Et ça posait un certain nombre de questions. Voilà, il y avait du diamant, il y avait aussi un peu de graphite, mais il y avait du diamant. Et donc, le diamant, c'est une grande profondeur. Donc les gens ont dit, il y avait déjà une lithosphère épaisse. Diamant et zircon ne sont pas formés à la même profondeur, donc ça implique des mouvements horizontaux. Et il y a des gens qui ont même été jusqu'à dire qu'il y avait peut-être une tectonique des plaques à ce moment-là. Du moins, ces auteurs-là ont évoqué cette possibilité. Le problème, et c'est un papier qui est sorti en 2014, c'est qu'on s'est aperçu que ces diamants n'étaient pas des diamants qui avaient cristallisé dans les zircons, mais que c'était les diamants, la poudre de diamant qui servait à polir les échantillons et qui servait à polir les lames minces. Donc voilà, il y avait même des gens, je crois, qui avaient fait un franchise des isotopes du carbone, je crois, sur ces diamants, et qui avaient dit que c'était compatible avec la vie, avec le vivant, etc. Il y a eu des choses comme ça. Bon, voilà, c'est du diamant, en fait, qui vient de la poudre à polir les échantillons. Ça faisait un moment qu'on le suspectait. Tu le suspectais? Ben voilà. Mais je trouve que voilà, c'est une belle histoire. On publie un papier dans Science, et en fait, les diamants, c'est la pâte à polir, quoi. C'était effectivement assez difficile de l'expliquer, du point de vue géodynamique, comment on avait des diamants dans les zircons, etc. Mais enfin bon. Comment? One Impact, oui. Bien, donc voilà. Voilà. Toujours mon super diagramme. Avec la croûte continentale, peut-être 4,4, peut-être 4,35. Et elle a commencé à se former à ce moment-là, et elle continue à se former encore aujourd'hui. Alors, un autre point aussi intéressant, c'est que si on regarde les plus vieilles roches, donc, parmi les plus vieilles roches, supracrustales, donc à Issoua ou à Kilia, on a des roches qui sont des roches sédimentaires. Donc il y avait de l'eau, et on a vu qu'il y avait aussi des laves en coussin, donc il y avait de l'eau. Si on regarde les zircons de Jack-Hills, on a vu tout à l'heure que les températures des zircons nécessitaient l'existence d'un magma hydraté, donc avec de l'eau. Alors, vous allez me dire, on aurait pu le subodorer avant, il y avait de la muscovite, il y avait de la biotique, qui sont des minéraux hydratés. Mais voilà, il y a un certain nombre de critères qui disent qu'on était dans un milieu dans lequel il y avait de l'eau en abondance. Alors, il y a eu des travaux qui ont été faits sur les isotopes de l'oxygène. Vous vous doutez bien que ces zircons, on leur a fait subir il n'y en a pas beaucoup, mais on leur a fait subir les derniers outrages possibles. Et ils ont été analysés en particulier pour les isotopes de l'oxygène. Et on s'aperçoit que les valeurs, par rapport aux valeurs par exemple du manteau, ici, sont des valeurs bien supérieures, et qu'on explique par une altération hydrothermale à basse température. C'est-à-dire que la source qui a fondu pour donner les granites dans lesquels on trouve les cristaux de zircon avait interagi avec de l'eau. Et donc ça veut dire qu'il y avait déjà de l'eau, et probablement de l'eau à l'état liquide, à la surface de la planète dès 4,35 ou 4,4 milliards d'années. Donc ça, c'était quelque chose de... Mais ceux qui ont des valeurs élevées ne sont pas ceux qui sont à 4 milliards. Non, c'est 4,15 ou 4,35. Il y en a à 4,35 aussi. Ceux à 4,4 ne sont pas très élevés. Et je crois qu'il y a eu des travaux récents sur les isotopes du lithium qui abondent dans le même sens. Donc,
Voilà, bon, 4,4 ou 4,35, éventuellement les premiers océans. Magnifique vue de cette terre ADN. Alors, une des questions importantes, c'est d'où vient l'eau? D'où vient cette eau terrestre? Donc là, je vais botter en touche. Cet après-midi, vous aurez un magnifique cours de Francis sur l'origine de l'eau. Et voilà. Donc, réfrénez votre impatience et attendez 14h ou 15h, je ne sais pas. Donc, un dernier point, et je vais terminer par ça. Je vais à nouveau empiéter sur tes plates-bandes. Si on regarde un certain nombre de planètes qui n'ont pas de tectonique des plaques ou pas de phénomène d'érosion, etc., par exemple ici, c'est la face cachée de la Lune, on s'aperçoit qu'il y a un nombre de cratères d'impact qui est extrêmement important. Mercure aussi a énormément de cratères d'impact. Bon, j'ai mis Callisto, voilà. Il y a donc beaucoup d'objets dans le système solaire qui ont énormément de cratères d'impact. Même si vous regardez, j'ai mis Eros, je trouve que le nom est joli. Donc cet astéroïde est lui-même criblé de cratères d'impact. Alors les cratères d'impact, on va trouver différents types de cratères. Vous avez ici des cratères simples, qui sont souvent des petits cratères. Ici c'est sur la Lune, le cratère de Moltke, qui fait 7 km. Donc c'est vraiment juste un trou, puis un petit peu un tas de matière à la périphérie. Sur la Lune, ici on a un cratère qui est un petit peu plus grand, c'est celui de Tycho, donc avec un développement d'un pic central. Ici, donc vous avez le cratère lui-même avec le développement d'un pic central. Si le cratère est plus grand, comme ici, on va avoir des anneaux à l'intérieur, un pic central et puis des anneaux. Et on peut même, dans les cratères géants, trouver des anneaux multiples, hein, comme c'est le cas ici, où on a des anneaux multiples. Donc il y a différents types de cratères avec des morphologies différentes. Alors le problème donc voilà ici les éjectats. Le problème sur Terre, c'est que des cratères, la Terre, donc, comme je vous disais, a une tectonique des plaques, elle ne va pas préserver ces cratères. Et donc on va essayer de trouver d'autres éléments pour voir ces traces d'un éventuel bombardement tel celui qu'on voit sur la Lune ou sur d'autres objets. Alors, quelque chose que vous avez vu lorsqu'on a regardé des échantillons l'autre jour, je vous ai montré des sphérules qui venaient de Barberton. Bon, donc là c'est un peu le principe, c'est-à-dire que l'énergie cinétique est transformée en énergie thermique, ça fait fondre les roches et on éjecte du liquide qui va retomber sous forme d'éjecta. Et donc ça va vous donner par exemple ces sphérules de verre qui vont retomber et souvent, alors que les cratères ont complètement disparu, on va trouver soit les sphérules, soit des quartz choqués, soit des choses comme ça, qui ont pu être préservées, alors que le cratère, lui, a disparu. Alors voilà une photo de l'échantillon que je vous ai montré l'autre jour, hein, dans lesquels on a accumulation de sphérules. Donc ça vient de la région de Barberton. De cratères, on n'en voit pas du tout. La seule preuve qu'on ait, c'est l'existence de ces lits de sphérules. Bon, j'ai mis ça parce que c'est un grand classique. On peut trouver aussi des anomalies d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, ici, c'est l'iridium. À la limite Crétacé-Tertiaire, ça peut être aussi une signature géochimique des impacts de météorites. Alors, si on regarde sur la Lune, on peut tracer une courbe de ce type-là, c'est-à-dire ici vous avez le nombre de cratères, c'est-à-dire l'intensité de la cratérisation en quelque sorte, en fonction du temps, et on arrive à tracer une assez belle courbe ici, qui vous montre que la cratérisation, à partir de 3,9 milliards d'années, a diminué ici. Et donc, une des questions qui se pose pour la Lune, c'est est-ce que, ça paraît assez simple, de dire, bon voilà, on a une courbe, on a l'accrétion qui s'est produite quelque part par là, donc avec plein de planétésimaux, de blocs de cailloux qui tombaient les uns sur les autres, etc. Est-ce qu'on peut extrapoler cette courbe en remontant le temps? Et donc on pourrait faire quelque chose comme ça. Donc imaginez que la Terre, effectivement, la Terre ADN, était vraiment infernale, c'est-à-dire qu'il tombait des météorites, et que le taux d'impact, la quantité d'impact de météorites, l'intensité des chutes de météorites augmente quand on remonte le temps.
Alors il y a un petit problème, c'est que si on extrapole cette courbe, on s'aperçoit très vite qu'à 4,1 milliards d'années, la quantité de météorites qui seraient tombées serait suffisante pour faire le volume de la Lune. Or, on sait que la Lune est plus vieille que 4,1 milliards d'années, donc manifestement, on n'est pas en droit d'extrapoler cette courbe. Et donc, une autre proposition qui est faite, c'est que dans cette courbe-là, on ne l'extrapole pas. Hein, on a d'une part l'accrétion ici, on a ici un événement qui est un événement ponctuel sur peut-être 100 millions d'années, mais un événement relativement ponctuel à l'échelle de l'histoire de la planète, et que, avant, donc un événement catastrophique, et qu'avant, on avait une Terre relativement tranquille par rapport aux impacts de météorites. C'est une Terre primitive calme qui serait située quelque part par là, entre 4,4 et 4 milliards d'années. Et donc, ça revient à dire qu'on n'a pas un bombardement intense pendant tout l'AD1, mais qu'on a simplement un événement de bombardement qui est appelé le bombardement tardif ou late heavy bombardment, qu'on appelle souvent le LHB. Et donc, ça veut dire que la Terre ADN serait plutôt de ce type-là. Alors, actuellement, c'est ce que pensent la plupart des chercheurs. Donc, je pense que, Aurélien, tu as parlé de tout ça, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc l'idée, c'est que, voilà ici une représentation de la partie externe du système solaire actuellement, et l'idée, c'est ce qui était développé dans le modèle de Nice, hein, c'est-à-dire qu'on avait un système solaire à 4 milliards d'années, dans lequel les planètes étaient beaucoup plus resserrées autour du Soleil et entourées par un disque de planétésimaux ou un disque d'objets ou d'astéroïdes. Donc vous avez dans ce modèle, vous avez donc ici Jupiter, Saturne, donc là ça doit être Neptune et Uranus. On a une position inversée par rapport à actuellement. Et ici donc tous ces objets. Et on a un mouvement qui est un mouvement de Jupiter qui tend à se rapprocher du Soleil, Saturne qui tend à s'en écarter. Et ça c'est jusqu'au moment où ils vont rentrer en résonance 2, je crois. Où à ce moment-là ça va perturber complètement le système et en particulier les planètes externes vont partir dans le disque de planétésimaux ou autre. Donc voilà, ça c'est une modélisation, mais ce que l'on voit, c'est que le fait que les planètes externes entrent dans ce disque va complètement perturber le système. Ça va éjecter des objets partout dans le système solaire, et en particulier, éventuellement, vers les parties internes du système solaire, avec possibilité, lors des impacts, etc., d'activer d'une certaine façon aussi la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter. Alors je vais essayer de détailler un petit peu ça. Donc ça, c'est la situation initiale. Ensuite, ce que l'on voit, c'est que juste avant le LHB, déjà les orbites des planètes ont commencé à augmenter. Et voilà ce qui se passe au début du LHB, c'est-à-dire que les orbites en particulier d'Uranus et Neptune entrent dans le domaine, dans cette ceinture d'objets, cette future ceinture de Kuiper, et provoquent ces perturbations que l'on voit ici. Et donc, si je reprends le diagramme avec lequel j'ai commencé, eh bien, on a une histoire. Alors là, il y a une grande coupure dans le temps, évidemment. Hein. Et on va avoir les différentes planètes qui vont rejoindre les orbites sur lesquelles on les connaît actuellement. Et donc, vous voyez, ça peut correspondre à des modifications extrêmement importantes des orbites qui étaient relativement resserrées au départ et qui deviennent beaucoup plus lâches en fin de parcours. Bon, ça, je pense que tu en as parlé. Ah, toujours mon super diagramme, avec le LHB. Alors, je vais terminer par ça. Si on essaie de résumer et de regarder ça avec un œil un petit peu par rapport au vivant. Si on prend l'archéen précoce, donc depuis l'accrétion jusqu'à, j'ai mis 4,4, vous pouvez mettre 4,35, peu importe. Ça paraît assez difficile d'imaginer que la vie ait pu apparaître à ce moment-là.
On avait l'océan magmatique, c'était la fin de l'accrétion, il y a eu l'impact majeur de formation de la Lune. Bon, ça paraît extrêmement difficile, non seulement de faire apparaître du vivant, mais même de faire de la chimie prébiotique. On devait être à des températures assez élevées, la chimie prébiotique, ça paraît assez improbable. En revanche, si on prend l'ADN tardif, depuis 4,4 ou 4,35 jusqu'à 4 milliards d'années, alors je ne vais pas vous dire qu'il y avait la vie, j'en sais strictement rien et personne n'en sait strictement rien. Mais il y avait des blocs de croûte continentale, il y avait de l'eau, donc ça c'était favorable, si ce n'est à l'apparition de la vie, du moins à la chimie prébiotique, etc. Donc c'était possible éventuellement, même que la vie ait pu apparaître, qu'il y ait pu y avoir émergence du vivant à ce moment-là. On n'en sait strictement rien, c'est purement hypothétique, mais ce n'est pas impossible. Évidemment, à l'Archéen, là on l'a vu, non seulement, donc là on a des continents, des océans, on a tout ce qu'il faut, les conditions sont non seulement favorables à l'apparition de la vie, mais favorables à son évolution. Hein, on a là la certitude qu'il y avait des êtres vivants et qu'ils ont commencé à évoluer, etc. Et donc l'un des points importants, c'est ça. Quel a été le rôle du bombardement tardif? C'est-à-dire, est-ce que le rôle du bombardement tardif a été... est-ce que le bombardement a été suffisamment intense pour qu'il soit stérilisateur? Je ne sais pas, par exemple, vaporiser les océans? Ou bien est-ce que le bombardement tardif, finalement, n'a pas été intense sur toute la planète au même moment et que des océans aient pu survivre et qu'une vie éventuelle ait pu passer à travers ce bombardement? Donc ça, c'est vraiment une question. On n'a pas de réponse. Mais vous voyez que ça pose... je ne dirais pas des questions philosophiques, mais par exemple, si la vie était apparue avant, que le bombardement tardif a été stérilisateur et qu'elle est réapparue après, ça veut dire que la vie est très banale, qu'elle apparaît très facilement. Donc voilà, ça peut poser un certain nombre de questions. Mais voilà, pour ça, on n'a pas de réponse actuellement sur ce rôle. S'il y avait de la vie, est-ce qu'il a été stérilisateur ou pas? Voilà. Je pense que c'est l'avis de tout le monde.